Wassim Nasr, bonsoir, journaliste spécialiste des mouvements djihadistes. Wassim, quelles sont les dernières informations qui vous parviennent du terrain? Les dernières informations confirment ce qui a été dit dans votre sujet. Il semble que les Russes sont en train d'évacuer toutes les zones nord. Une partie, ils embarquent avec eux une partie des forces armées maliennes présentes sur place, mais aussi il y a des forces armées, des membres des forces armées maliennes qui ont été pris comme prisonniers par les groupes rebelles FLA. Il est à noter aussi qu'il n'y a eu aucune communication, en tout cas en image, du JNIM que vous avez mentionné, même s'il est partie prenante des combats avec le FLA, aux côtés du FLA, de l'aveu des deux, donc à Kidal et à Gao. Mais pour l'heure, ils n'ont pas beaucoup communiqué en images, en tout cas sur leur présence. Même s'il y a eu deux communiqués par ailleurs concernant des attaques coordonnées qui ont eu lieu tout le long du pays et aussi dernièrement, il y a un communiqué il y a quelques heures où il se félicitait de la reddition des militaires à Tessit et où le JNIM assure aux militaires maliens que s'ils rendent les armes, ils pourraient rentrer chez eux. Donc on voit vraiment une nouvelle dynamique, en tout cas, dans la communication du JNIM et dans sa collaboration ouverte et assumée avec le FLA et vice-versa. Et quel est selon vous le but des rebelles du FLA et du JNIM qui ont mené conjointement donc cette offensive? En fait, si vous voulez, ils n'étaient pas en très bons termes, hein, les rebelles donc du FLA ou des ancêtres du FLA avec le JNIM. Les derniers combats, par exemple, entre rebelles Touareg ou en majorité Touareg et le JNIM ont eu lieu en avril 2024 à la frontière mauritanienne et il y a eu des morts dans les deux camps. Et il y a à peu près un an, j'ai pu à France 24 dévoiler l'existence d'un accord donc entre les rebelles FLA et le JNIM sur plusieurs points sur lesquels ils se sont mis d'accord, mais le point le plus important était de combattre donc l'armée malienne et ses supplétifs russes et d'assumer cette relation, disons, en coopérant ensemble sur le terrain. Il y a eu des petites coopérations jusqu'à évidemment cette coordination claire et nette qui a eu lieu il y a 48 heures. Donc finalement, pour ne pas être très très long, c'est les prises d'opposition de Bamako vis-à-vis des rebelles du Nord, donc la dénonciation des accords d'Alger, les qualifier de terroristes, qui a finalement fait qu'ils se sont rapprochés du JNIM et vice-versa pour assumer en tout cas ce nouveau positionnement contre Bamako. Parce que si vous vous rappelez, les accords d'Alger, bon, ça marchait plus ou moins bien, mais en tout cas, les rebelles avaient arrêté d'user des armes contre Bamako, avec évidemment cette ville focale qui est celle de Kidal, qui a été reprise par l'armée, etc. Est-ce que vous confirmez cette information de Yad Ag-Ghali, le leader du JNIM, qui aurait demandé le retrait du JNIM d'Al-Qaïda? Écoutez, il y a des discussions au sein du JNIM concernant une dissociation d'Al-Qaïda. La question a été, disons, étudiée par le Conseil chariatique, etc. Mais aux dernières nouvelles, donc de la part d'Iyad Al-Ghali, ça ne fait plus partie, disons, des priorités du groupe. Mais il faut savoir que dans les faits, le groupe agit complètement indépendamment de la nébuleuse internationale Al-Qaïda. Et par ailleurs, il n'y a jamais eu, par exemple, de préparation d'attentats en Occident ou ailleurs, comme on a pu le voir, par exemple, avec les Shebab ou avec la branche yéménite d'Al-Qaïda. Donc le sujet, disons, est sur la table, mais ils font face à beaucoup de difficultés dans cet égard. Et encore une fois, pour ne pas être très long, aujourd'hui, on sait que le chef d'Al-Qaïda, Zawahiri, a été tué par les Américains en Afghanistan. On ne sait pas qui est son prédécesseur. Par ailleurs, donc, à qui demander cette Son dissociation? Donc, successeur. certains disent que voilà, donc certains disent que du moment où il y a collaboration avec un autre groupe, en l'occurrence le FLA, ça devient une dissociation de fait par la gouvernance. Ça veut dire, si aujourd'hui, demain, ils arrivent à gérer la ville de Kidal ensemble avec le FLA, suivant les conditions des accords donc,
d'il y a un an, où en gros c'est le FLA qui gère les villes, il y a la charia qui est appliquée, mais de la même manière qu'elle serait appliquée dans d'autres pays ou dans la région, et pas suivant le mode très dur qui était celui de 2012 avec ACMI ou celui d'aujourd'hui avec l'État islamique à Ménaka, il pourrait avoir un terrain d'entente qui les sortirait de fait, en tout cas, du giron d'Al-Qaïda. Et si on revient un tout petit peu aux deux communiqués qu'ils ont faits, par ailleurs, donc concernant ces derniers événements, dans le premier communiqué, ils qualifient les rebelles du FLA de leurs frères, ça c'est pas rien, sachant qu'ils se considéraient ennemis mutuellement pendant très longtemps. Et à la fin de ce communiqué, donc de ce premier communiqué, ils s'adressent aux Russes et ils disent à la Russie: dissociez-vous du gouvernement de Bamako, arrêtez de l'aider pour qu'on puisse avoir des relations futures apaisées. Ceci vient quelques jours après la libération de deux otages russes qui étaient détenus par le JNIM, et on a vu qu'après ce communiqué aussi, donc qui a été fait en accord avec le FLA évidemment, les Russes ont commencé leur retrait de Kidal sans qu'ils ne soient inquiétés, escortés par le FLA à travers le territoire du JNIM, et c'est le cas dans d'autres localités du Nord, à titre d'exemple, Tessit. Et donc vous voyez, et même dans le deuxième communiqué, ils appellent l'armée malienne à rendre les armes en leur disant: si vous rendez les armes, vous pouvez rentrer chez vous. Donc on devient dans une logique beaucoup plus d'une insurrection d'un groupe rebelle qu'un d'un groupe djihadiste classique tel qu'on les connaît. Ça veut dire que c'était inimaginable pour AQMI de faire ça il y a quelques années, comme c'est tout autant inimaginable aujourd'hui pour l'État islamique de procéder de la sorte, que ce soit au Mali, au Niger, au Burkina, il est actif. Vous parliez des Russes. Quelles pourraient être les conséquences de ce retrait des paramilitaires russes de l'Africa Corps? Écoutez, en tout cas, les Russes, ils viennent en appui à l'armée malienne. Si la majorité des soldats ne se bat pas, les Russes seuls sont acculés et coincés. Et je pense qu'ils ont accepté ce retrait à contre-cœur. Parce que d'ailleurs, Wagner, à l'époque, avait annoncé publiquement sa présence au Mali avec la reprise de Kidal. Avant, il niait, et les autorités de Bamako niaient que Wagner était présente au Mali. Donc c'était le joyau de leur présence au Mali, disons. Et aujourd'hui, ce retrait comme ça est la confirmation que la présence des mercenaires russes, que ce soit au Mali ou ailleurs, n'est pas productive dans cet égard, mais plutôt contre-productive. Moi, j'ai eu aussi l'occasion d'écrire un papier pour West Point pour expliquer les 1 an de Wagner au Mali, donc en décembre 2022, et je disais déjà à cette époque-là que leur présence, les exactions commises, sont en train plutôt de renforcer les groupes djihadistes et non pas de les affaiblir. Et aujourd'hui, 4 ans plus tard, on voit bien que l'État islamique a élargi son rayon d'action sur les 3 pays du Sahel. On voit bien que le JNIM a élargi son rayon d'action sur 3, 4, 5 pays de la région, et qu'aujourd'hui, ils sont capables de rentrer à Bamako, de rentrer à Kati, de tuer le ministre de la Défense, de se battre pendant des heures et de se balader dans plusieurs villes comme ils veulent, Sévaré, Mopti, etc., etc., et de même de se coordonner avec un groupe rebelle qui n'aurait pas accepté cette coordination sans les agissements de Bamako. Donc le choix Wassim qui a été Nasr, fait par Bamako. il nous reste quelques secondes. J'avais juste cette question à vous poser. Comment expliquez-vous que le Burkina Faso et le Niger, les deux autres pays de l'AES, ne soient pas intervenus pour soutenir les militaires maliens? Tout simplement, ils n'en ont pas les moyens. Le Burkina n'a pas le contrôle de 60% de son territoire. Au Niger, rappelez-vous, il y a quelques mois, l'État islamique est rentré dans l'aéroport militaire de Niamey et il a agi au cœur de l'aéroport de Niamey pendant des heures. Ils ont kidnappé un ressortissant américain à 150 mètres du palais présidentiel à Niamey. Donc les pays de l'AES peuvent faire des communiqués, mais dans les faits, leurs armées ne sont pas en capacité d'aider l'armée malienne dans cette bataille. Et la preuve en est qu'ils n'ont pas agi. Merci Wassim Nasr pour cet éclairage, journaliste et spécialiste des mouvements djihadistes.